Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Mediapro, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité médiatique et audiovisuelle. Ce soir, on va consacrer toute l'émission à la médiatisation du dossier palestinien. Pour en parler, on va accueillir ce soir Reda Hariresh, spécialiste de la gestion des conflits, et bien sûr Faisal Matawi, notre chroniqueur et journaliste pour le site Algérie H24. Avant d'entamer le débat et la discussion sur ce dossier très important pour justement la médiatisation dans le monde, nous allons regarder un reportage réalisé par Sofiane Baroudi sur la médiatisation des médias internationaux sur la cause palestinienne. La question palestinienne est l'un des thèmes les plus traités dans les médias internationaux. Le conflit sémantique indique déjà la haute sensibilité de la question. Guerre au Proche-Orient ou occupation coloniale, conflit israélo-palestinien ou épuration ethnique, système d'apartheid raciste ou plus grande démocratie du Moyen-Orient, groupe terroriste ou mouvement de libération nationale. La seconde intifada, déclenchée au lendemain de la profanation de l'esplanade des mosquées, a marqué l'histoire de la télévision à l'aube du nouveau millénaire. Les télés du monde entier ont pu filmer la colère du peuple palestinien et surtout la terrible répression sioniste. Les points de vue changent au gré des positions et l'objectivité journalistique laisse souvent place à la raison politique d'État ou à l'alignement, voire parfois à la partialité et à l'allégeance aveugle. Les marches du retour, célébrées durant quasiment toute l'année 2019 à Gaza, pour défendre les droits inaliénables du peuple palestinien et notamment celui de retourner sur ses terres consacrées par le droit international, ont été un moment fort. Si ce mouvement a été négligé par les médias pro-sionistes, les soutiens du peuple palestinien en ont fait leur fusil d'épaule. Ceci afin de démontrer la non-efficience du plan Trump et le refus populaire de la liquidation de la cause palestinienne consacrée par le deal du siècle. La solution à deux États, préconisée par les accords d'Oslo, ainsi que le principe de la terre contre la paix, entériné par le pacte arabe de 2002, ont été évacués au profit d'un plan qui prévoit la désintégration des droits de tout un peuple au vu et au su du monde. Ce deal a justement été un tournant avec la signature des accords Abraham. De gros médias arabes ont tourné kazakh sur cette question centrale, plébiscitant les arguments de la normalisation et mettant en avant les vertus de l'alliance belliqueuse avec l'entité sioniste contre le nouvel ennemi hypothétique de la nation arabe, le danger perse. Les agressions militarisées contre Gaza font également l'objet de traitements opposés, voire de tirs croisés. Un conflit d'objectifs qui fait se clasher les caméras et s'entrechoquer les salles de rédaction au gré des intérêts en fonction des affinités ou des convictions, ou encore en préparation et pour l'exécution de certains plans. Les médias étant souvent le miroir des actions politiques, la cause palestinienne concentre une conjonction explosive qui apparaît différemment en fonction des écrans, dépendant des metteurs en scène et des réalisateurs, mais surtout qui se conjugue avec les publics cibles et les deals du moment. Alors, comme on l'a vu dans ce reportage très éloquent de Sofiane Baroudi, la cause palestinienne ou la question palestinienne a été traitée d'une manière très large, mais chacun de son point de vue. N'est-ce pas, Faisal? Absolument, parce que c'est un débat qui dure depuis des années, même avant la première intifada en 1987. Et Sofiane Baroudi a parlé de guerre de sémantique. Cette guerre existe toujours. Comment traiter? Est-ce que c'est une occupation. Elle a commencé avec la guerre civile en Liban un petit peu. Hein. Oui, mais oui. En 82 avec l'invasion. Oui, déjà depuis les années 50. Oui, bien sûr. Très longtemps. 48, mais médiatiquement. Médiatiquement, sur les mots utilisés, les termes utilisés, le choix des images, le choix des mots. Est-ce que c'est un territoire occupé? Est-ce que c'est un territoire disputé? Le droit de retour des Palestiniens a disparu des débats. On n'en parle plus, bien qu'il y ait la Convention de 1948 qui parle du droit de retour des Palestiniens. Et ça s'est intensifié, c'est devenu de plus en plus visible, notamment après la deuxième intifada. C'était entre 2000 et 2002. On a vu comment les choses étaient présentées, comment les événements étaient présentés, comment les images étaient sélectionnées. Tantôt, on traitait les questions parfois très graves, parce qu'il y avait des exactions commises. C'est une armée très bien équipée, l'armée israélienne, qui était face parfois à des populations civiles qui jetaient des pierres et qui ont tiré à balles réelles et bien sûr à chaque fois
on essayait de trouver parfois des justificatifs et parfois les sujets étaient traités en off, c'est-à-dire qu'on présentait à peine quelques images et on passait à autre chose, bien que les événements étaient très graves. Je parle bien sûr de certains médias occidentaux, pas tous. Et dans les médias arabes, il y avait, bon, à l'époque, avant le feuilleton de normalisation, il y avait un traitement plus ou moins équilibré, parfois partial, parfois pour plusieurs considérations, mais la guerre des sémantiques, la guerre des images par rapport au conflit qui existe au Moyen-Orient, l'occupation palestinienne de certains territoires, etc., demeure à ce jour. Et il évolue, parce que maintenant il y a les réseaux sociaux qui permettent d'avoir un autre regard, une autre vision de ce qui se passe sur le terrain. Ce que le téléviseur... Oui. On ne passe plus par les médias traditionnels audiovisuels. Parce qu'il y a un problème de confiance, parce que la défiance par rapport aux médias, notamment occidentaux, dans leur traitement, pas uniquement des événements donc en Palestine, les gens passent sur les réseaux sociaux, et donc les réseaux sociaux permettent de voir ce que les télévisions vous cachent. Et c'est aussi un défi pour ces médias qui les amènent à traiter les événements, mais souvent d'un œil biaisé, c'est-à-dire d'un seul angle, ou en essayant d'inventer une guerre entre deux forces équilibrées. C'était le cas de ce qui s'est passé donc, lors des bombardements de Gaza en 2008 et 2009. Et en 2014, on avait l'impression, quand on regardait ce qui est le traitement qui était fait des événements dans les journaux télévisés, on avait l'impression qu'il y avait deux armées qui s'affrontaient. Et souvent... c'est la vision que les médias occidentaux de certains médias occidentaux, absolument. Mais ça revient tellement que ça devient, pour le téléspectateur lambda, modeste, d'un village français ou suisse ou au nord de la Norvège, pour lui, c'est ça la réalité des choses, alors que la réalité est tout autre. Reda, le traitement de la question palestinienne dans les médias européens, notamment français, est-il le même par rapport aux médias américains, par exemple? Un peu de choses près, de nos jours, ils tendent de plus en plus à avoir la même vision. Hein, le même traitement. Le même traitement et aussi la même vision, selon que ce soit des médias qui seraient plutôt à droite ou à gauche. Mais je voulais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Les premières images qui sont liées au conflit palestinien au Moyen-Orient ont commencé à être traitées à l'occasion de la première guerre civile au Liban. En 1958. 58, oui. Voilà, lorsque Camille Chamoun était président du Liban et que la présence palestinienne dans un pays arabe limitrophe commence à se poser. Donc les différents acteurs locaux au Liban ont commencé petit à petit à se positionner en tenant compte du fait palestinien au niveau de leur territoire. Et c'est comme ça que la médiatisation de la question palestinienne a commencé timidement à cette époque-là, et bien sûr, elle va prendre toute son ampleur. Est-ce qu'on peut considérer que la question palestinienne a atteint le paroxysme à l'occasion du massacre de Sabra et Shatila? Parce qu'on présentait là un véritable massacre du peuple palestinien. Oui, alors ça a été le pic. Ça a été le pic. Hein? Oui, ça a été l'un des pics. Parce que c'était la première fois qu'on voyait un peuple exterminé, quoi. Oui, c'était la première fois qu'on voyait des images aussi... On connaissait la question, du conflit palestinien entre Israéliens et Palestiniens, mais on ne savait pas encore, on n'avait pas compris, dans le monde arabe surtout, comment des Arabes pouvaient assassiner d'autres Arabes, d'autres Palestiniens. En fait. Disons en fait que la question de Sabra et Shatila a commencé à apparaître au moment où le conflit a pris aussi une autre dimension, parce qu'il est devenu maintenant, c'était devenu un combat urbain, donc ce qui n'était pas le cas avant 1982. Et les images qui ont été servies à ce moment-là ont attiré l'attention du monde entier sur le fait qu'il y a eu même des films fiction sur cet épisode. Oui, tout à fait. C'était en 1982. Avec notamment les réfugiés, avec ces images saisissantes des réfugiés palestiniens qui ont dû subir les exactions des milices phalangistes de Bachir Gemayel, qui était le fils de Pierre Gemayel, le chef des phalangistes, et frère de l'ancien président Amin Gemayel. Voilà, tout à fait. On n'avait pas, par exemple, les images du massacre des Palestiniens en Jordanie lors du Septembre Noir en 1970. Donc ça, c'est des images qui n'ont pas été
transposées sur la planète comme les images de Sabra et Shatila. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, en 1970, en fait, c'était des affrontements qui opposaient essentiellement les combattants palestiniens, donc à l'armée hachimite du roi Hussein. Mais c'était encore un combat entre deux parties qui étaient armées, même s'il y a eu bien sûr des civils innocents qui sont morts. Tout à fait. Dans les camps palestiniens. Oui, en 1970. Sauf qu'en 1982, non, on a eu affaire quand même à une milice phalangiste qui est rentrée dans un camp de réfugiés pour tuer des gens qui étaient innocents et qui n'étaient pas protégés. Vous avez parlé, Salim, des médias américains et européens. C'est vrai que ce qu'a dit Reda, il a raison parce qu'il n'y a pas de grande différence, mais aux États-Unis, c'est pire que les médias européens parce qu'en Europe, il y a quand même des courants politiques, notamment de gauche, des mouvements pro-palestiniens, qui font un peu des critiques, etc. Mais aux États-Unis, souvent on parle de Palestinian lying, c'est les mensonges palestiniens. À chaque fois lorsqu'il y a un acte, une exaction des droits humains, une tuerie, par exemple Jenin, on en parlera tout à l'heure. Jenin en 2002, c'était un véritable massacre. L'armée israélienne est entrée dans ce camp après un attentat qui a ciblé un hôtel et a commencé à massacrer les gens. Vous avez parlé des corps et des images. Et ça, c'est des organisations internationales des droits humains qui ont donc écrit des rapports sur ça, bien que le rapport de l'ONU qui a été écrit sur Jenin est un rapport qui a été qualifié de partial, parce qu'il a essayé de présenter, en évoquant toujours l'idée de deux forces en présence. Hein. Parce Tout à fait. Quand vous dites qu'il y a deux forces en présence, donc on dira que c'est la guerre, et donc c'est les retombées de la guerre, donc il ne s'agit pas de deux forces en présence. Les soldats israéliens, selon ces rapports, ont caché des corps, ils ont pris des cadavres de Palestiniens, ils ont tué des vieux, des vieilles, ils sont entrés dans des maisons. C'était en avril 2002. Et ils les ont pris ailleurs, pour qu'ils n'y ait pas, pour qu'ils ne soient pas dans le décompte final des victimes, et pour qu'il n'y ait pas des images. Cet épisode a été présenté dans les médias américains, notamment la Fox News, qui est connue pour proche des républicains. Des républicains, de la droite, américaine. Et proche aussi d'Israël, parce qu'il y a beaucoup de lobbying israélien aux États-Unis, avec des médias qui donc tentent de donner toujours une seule version. Il y a beaucoup d'autres faits qui ont été présentés toujours comme un mensonge palestinien. À chaque fois quand il y a... Et quand bien sûr évidemment il y a un attentat qui est commis en Israël ou qu'il y a une roquette du Hamas qui tombe dans un village, bien sûr on présentera ça comme un crime palestinien. Donc la guerre des sémantiques se présente toujours de cette manière pour essayer de manipuler ou détourner l'attention. Alors, il y a un épisode qui a été traité largement par les médias, notamment les médias européens, mais aussi les médias arabes, c'était l'intifada. Il y a eu deux intifadas, 87 et 2000. Il y a eu un traitement, justement, on verra un petit peu en images, des images qui ont été tournées par France Télévisions à l'époque, qui a un traitement, on pourrait dire, un petit peu objectif, car elle montrait un petit peu les exactions de l'armée israélienne contre des jeunes Palestiniens qui n'avaient qu'une seule arme, c'était une pierre. Donc, c'était les M16 contre les pierres de l'intifada. On pouvait dire plein de choses, mais pour la première fois, la seule caméra qui filmait un petit peu l'intifada, c'était les caméras de France Télévisions. On va voir quelques extraits, justement. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent, ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans, son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Un policier palestinien et un conducteur d'ambulance ont également perdu la vie au cours de cette bataille. Alors, ces images ont été filmées par le journaliste de France 2, Charles Anderlin, qui ont fait un petit peu le tour du monde et qui a révélé l'histoire un petit peu
de l'assassinat de Mohamed Doura, un enfant qui était adossé à son père et son père le tenait à le protéger vraiment de tout son corps malheureusement et il a perdu la vie. Et ces images ont servi beaucoup la cause palestinienne. En même temps, Israël a tenté de critiquer ou de démonter un petit peu ces images malgré que ces images parlent d'elles-mêmes. Oui, c'était des images parlantes et c'était la première fois qu'on montrait que les soldats israéliens tiraient sur les enfants. Parce que cette thèse a été toujours démontée père et son enfant, en fait. Hein. Oui, elle a toujours été démontée par les Israéliens en disant que c'est pas vrai, que l'armée israélienne respecte les conventions et les droits humains, ne tire pas sur les enfants. Et là, on a vu surtout que l'enfant ne constitue aucun danger pour les soldats israéliens. Et il était caché, donc son père tentait de le cacher de la part de Mohamed Doura. C'était en septembre 2000. Je pense que c'est la fin septembre. Ça, oui. Charles Anderlin a subi après des attaques de la part de CRIF, qui est le conseil représentatif des institutions juives en France, des organisations juives, même les journalistes... Qui était lui-même juif, d'ailleurs. Hein. Oui, mais il était quelqu'un qui était un objectif. Bon, lui, il parlait de bataille, parce que c'est vrai, là où il filmait, il y avait un accrochage... C'était quelqu'un qui était objectif dans le traitement de l'information. De l'information, il a tenté de rapporter les faits tels qu'ils se sont déroulés. Après, tout de suite, il y avait toute une machine qui a été montée. D'abord, en disant que... Probablement qu'on ne sait pas qui a tiré sur Doura, sur Mohamed Doura. On avait essayé de faire passer l'idée que c'était les Palestiniens qui avaient tiré sur l'enfant pour montrer les crimes d'Israël. C'était d'ailleurs la thèse défendue par Fox News surtout, qui a énormément parlé de cette affaire et d'autres médias américains. Et cette affaire, elle est même en justice. Hein. En justice. Et après, on a essayé d'amener... Il y a eu des plaintes contre France Télévisions, c'était France 2. Il y a eu des menaces, des journalistes ont été menacés. Le CSA est intervenu. Le CSA est intervenu, etc. Et même l'ambassade d'Israël est intervenue, amenant le syndicat des journalistes français à soutenir les journalistes de France 2. Parce que les journalistes de France 2, Charles Anderlin n'a fait que rapporter et montrer une réalité. Je pense qu'il a raconté ça après dans un livre sur ce qui s'est passé et sur la difficulté de couvrir les événements en territoire palestinien. Ils ont fait même des conférences aujourd'hui. Des conférences, c'est toujours compliqué. Parce que parfois les soldats, et on a vu dans le reportage comment les soldats parfois s'interposaient entre les événements, les manifestants et la caméra. Ils essayaient donc d'empêcher les journalistes de filmer. C'était souvent le cas pour les journalistes d'Al Jazeera ou d'autres qui étaient sur place. Parce que Israël, quand elle ne contrôle pas les images, elle agit autrement en utilisant la force. Et parfois c'est visible à l'écran. Il y a beaucoup de reportages, de documentaires sur ça. Et l'affaire Doura reste effectivement une affaire qui est importante dans la manière de traiter le conflit. Alors, Reda, est-ce que tu penses que France Télévisions ou France 2 fait exception à la règle dans les médias français? Ils essayent d'être au plus près des événements pour paraître plus objectifs. Mais pour revenir... Charles Anderlin, pour rappel, c'est un correspondant permanent. Oui, tout à fait. Oui, il connaît très bien. Il connaît bien la situation, il a des contacts avec l'armée israélienne, avec les Palestiniens aussi. Oui, tout à fait. Disons qu'à cette époque-là encore, les correspondants avaient encore leur mot à dire. Et j'aimerais insister qu'entre les deux intifadas, entre la première intifada et la seconde intifada, il va y avoir quand même une évolution du contexte général. Pourquoi? Parce que la première qui a commencé en 87 et qui a duré à peu près 4 ou 5 ans, elle s'est passée dans un contexte de détente mondiale entre les deux géants. Et donc, il y avait au sein du monde occidental la possibilité, entre guillemets, de sympathiser pour la cause palestinienne. Alors qu'avec la seconde intifada qui commence en septembre 2000, l'intifada palestinienne, la seconde intifada palestinienne va être progressivement, d'un point de vue médiatique en Occident, étouffée à cause de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. À ce moment-là, on commence à nier l'existence carrément d'un point de vue humain de ce problème palestinien pour le noyer dans un problème beaucoup plus large qui est celui du terrorisme du Moyen-Orient. Voilà. Tu voulais rajouter un truc? Donc, on revient aujourd'hui au traitement des chaînes télévision qui sont, disons-le, pro-palestiniennes. Bien sûr, il y a les chaînes arabes, mais il y a des chaînes comme Russia Today, comme TRT la turque, comme Al-Alam et Press TV l'iranienne,
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une bataille médiatique ou une guerre médiatique entre les Occidentaux, les chaînes occidentales qui sont pro-israéliennes et les chaînes, disons-le, arabes ou orientales qui sont pro-palestiniennes? Oui, pas une bataille, oui, mais disons par exemple, vous avez parlé des France Télévisions, la France c'est un peu un cas particulier, puisque 10% de la population française est musulmane, 1% est juive. Les médias, surtout du secteur public, sont obligés d'essayer de plus ou moins d'équilibrer. Oui. D'équilibrer, notamment en traitant les événements, bien qu'il y a plus de correspondants à Tel Aviv et à Jérusalem qu'on est dans les territoires palestiniens. C'est rarement qu'on voit un direct de Ramallah dans les télévisions françaises ou de Gaza, qui est souvent présenté comme une enclave. Le seul correspondant français, c'est Charles Anderlin de France Télévisions et parfois TF1. Comme on a remarqué dans les bombardements de 2008 et 2009, c'était toujours du côté israélien. Dans les villages, Sderot notamment, l'un des villages israéliens qui est souvent bombardé selon les bombardés, parce que les mots sont utilisés parfois avec précaution. Le terme tuer, abattre. Tuer, abattre, résister, riposter, tous ces termes, c'est des choix, des sémantiques qui sont importantes. Et bon, les médias musulmans ou islamiques ou arabes, c'est vrai qu'ils ont parfois tendance parfois à exagérer aussi, parce qu'il y a une tendance si vous voulez, à se tenir pour des idéologies. Par exemple, parce que c'est un mouvement, une chaîne qui est proche des islamistes, elle a tendance à idéologiser les événements, mais généralement les chaînes arabes présentent plus ou moins une image plus proche de la réalité, de ce qui se passe en territoire palestinien, notamment à Gaza. À Gaza, les images du bombardement de l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de la ville, quand il y a des pilonnages, parce que l'armée israélienne utilise des F-16, utilise des bombardiers très sophistiqués pour pilonner des constructions à Gaza, détruire parfois tout. Des bâtiments de 4-5 étages. Absolument. Le dernier en date, c'était, je pense, le siège de Ouya El Jazeera, là-bas, il a été détruit. D'autres médias israéliens, tous les bâtiments qui abritent les médias israéliens, y compris des petits médias, des petits sites électroniques, etc., qui diffusent des images, qui donnent des chiffres des morts, des blessés, de ce qui se passe dans les hôpitaux, etc., sont systématiquement bombardés. Et cela apparaît dans les médias arabes, apparaît dans les chaînes arabes. On voit, surtout par exemple pour une chaîne Jazeera, où il y a des directs parfois de plusieurs endroits, on voit en direct ce qui se passe. On voit parfois des bombardements. Ce n'est pas le cas pour les médias. Oui. Justement, Faisal, on va regarder quelques images des chaînes arabes qui couvrent le conflit palestinien. Al Jazeera est l'une des rares, on va voir l'image d'Al Jazeera, l'une des rares chaînes de télévision qui couvre avec des correspondants dans les territoires occupés et même en Israël. Donc c'est une chaîne qui couvre tout l'espace de la Palestine avec des moyens très très sophistiqués, des lives et des directs. On regarde l'image de couverture d'Al Jazeera sur la mosquée d'Al-Aqsa justement. بمعنى مواجهات في داخل والآن انتقلت إلى أيضا إلى خارج. الآن أطلق قنبلة حتى الصحفيين الآن. يلا هلا باخدك خليك معنا. الآن يطلبون منا، خليك معي، الآن يطلبون منا المغادرة. لحظة الآن يتم إخراج الصحفيين أيضا كما تشاهدون. كما حبس الله الفيل في البيت الحرام وهزم أبرهة الأشرف، يحبسكم الله ويحسبكم. أنتم واصبون، محتلون، مفترسون، مفلسون، أنتم منهزمون. هذا انتحار وإفلاس. لا تستحوا من الله. حسبنا الله عليكم ونعم الوكيل. هذا مسجدنا. أنا طبيب في قسم جراحة القلب والشرايين مستشفى شعرة سيدك. أيوة. بناء على مطالبات ومناشدات عاجلة من القطاع الصحي بشكل عام على مستوى القدس ككل، تلقينا نداءات بالتوجه بشكل عاجل للمسجد الأقصى. هناك حالات، هناك أيضا مزيد من الاقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مزيد من الاقتحام. Voilà, Al Jazeera fait une couverture très large et très professionnelle justement du conflit en Palestine. Elle a toujours eu
disons, les moyens de sa politique. Et ce qui est étonnant, c'est l'une des chaînes arabes les plus uniques chaînes arabes qui donne la parole aussi bien aux leaders de l'OLP et même de Hamas que aux chefs militaires de l'armée israélienne. C'est pour ça que son siège a été bombardé à Gaza. Et Thamer el-Meshal, qui est récemment, une de ces journalistes a été embarquée, puis relâchée. C'était en live. Ils ont même la journaliste ça. qu'on voyait, c'est la correspondante à Al-Quds. Elle est souvent aussi arrêtée, malmenée, interpellée, parce que le Jazeera donne la priorité au factuel. L'événement maintenant, on le voit directement. En direct. Parfois, vous pouvez même enlever le commentaire. On voit comment les soldats israéliens, notamment à côté de la mosquée de l'Aqsa, comment ils empêchent les secours. Les soldats israéliens connaissent les journalistes d'Al Jazeera. Oui, ils connaissent tous les journalistes qui travaillent. Israël, paradoxalement, laisse travailler les journalistes, même ceux qui la critiquent. Évidemment, les porte-parole de l'armée israélienne ou du gouvernement israélien interviennent dans les médias pour répondre. Ils occupent le terrain, c'est-à-dire ils ne laissent pas le terrain vide, parce que pour eux, il faut toujours donner une autre version des faits. Évidemment, ils essaient d'amoindrir, mais les journalistes qui sont donc à l'intérieur d'Israël ou en territoire palestinien font effectivement un travail, surtout lorsqu'il y a des événements. Et parfois, ils donnent une priorité avant les autres chaînes, sur ce qui se passe donc sur le terrain, avec des images également. On laisse peu de place à l'analyse, on le fait après. On préfère montrer, parce que le conflit du Moyen-Orient est surtout lié à l'image. À l'image, à la manière de présenter les choses. Parce que c'est un peu l'avis des experts. Les Israéliens, pendant très longtemps, ont construit, mais ils se mettent riwaya al-israéliyya, c'est-à-dire une version qui est cohérente. C'est la même version depuis des années. On dit voilà ce qui s'est passé, le droit des Israéliens d'avoir un territoire. C'est un territoire historiquement appartenant aux Juifs, etc. C'est une littérature, mais qui est tout le temps permanente. Or, du côté palestinien, parce que peut-être les Palestiniens peuvent être critiqués de n'avoir pas su encore construire une communauté médiatique forte. Pour aussi parler de l'intérieur. Et maintenant, il y a beaucoup de sites. Maintenant, le cinéma palestinien, vous connaissez. Oui, bien sûr. Salim est en train de raconter aussi le récit palestinien, ce qui se passe. Pas de la même manière, évidemment. La plus agressive comme les médias. Absolument. Mais c'est aussi. Et là, peut-être pour ouvrir une parenthèse, les films palestiniens sont souvent ignorés par les grands festivals du monde. Pas tous, quand on voit Paradis Now, on voit Omar, etc. Oui, quand c'est Paradis Now, ça va dans le sens... Ça va dans le sens qui convient au festival international. De la riwaya israélienne. Très bien. Paradis Now parle de kamikazes qui veulent commettre un attentat. Et qui ne commet pas à la fin l'attentat, oui. Pour des raisons... C'est un problème de conscience. De conscience, voilà. Reda, est-ce que tu penses que l'impact d'Al Jazeera il est important dans le paysage audiovisuel mondial? En tous les cas, sur la question de la Palestine, justement. Alors, son impact est aussi bien important sur la question de la Palestine, ça l'était au départ, mais ça a pris encore plus d'ampleur lorsqu'il y a eu la Seconde Guerre du Golfe. Puisque à ce moment-là, on a vu qu'Al Jazeera a commencé à concurrencer des chaînes comme CNN. Tout à fait. CNN qui était très présente en 1991 lorsque l'armée irakienne avait envahi le Koweït. 10 ans plus tard, CNN, elle a perdu un peu en tant que... Elle a perdu carrément le terrain. Oui, pas une partie, mais carrément tout le terrain. Mais même les parties, ça fait des oui, tout à fait, exactement, face à Al Jazeera. Donc ça, c'est au niveau de ses concurrentes occidentales. Mais à l'intérieur même du monde arabe, Al Jazeera commençait à déranger un certain nombre de régimes. Et je pense notamment à cette phrase qu'avait dite à l'époque le président égyptien Mohamed Hosni Moubarak. Il avait dire que tous mes problèmes viennent de cette petite boîte d'allumettes qui s'appelle Al Jazeera. Voilà, tout à fait. Alors, Al Jazeera a fait justement, comme on dit, elle a fait des petits. Et elle a créé, il y a une chaîne qui a été créée par un correspondant permanent d'Al Jazeera à Beyrouth, Ghassan Ben Jeddou. Il a créé une chaîne qui s'appelle Mayadeen et qui a fait de la cause palestinienne et même de la cause arabe l'un de ses principaux combats médiatiques. On regarde la bande-annonce de Mayadeen sur justement le traitement de l'information à Gaza.
صحيح نحن صحفيون رامي، ولكن قبل ذلك نحن بشر. إسرائيل تنفذ مجزرة بكل معنى الكلمة. تعلنون عن هذه الرقعة. نجحنا بالأحرى من التقدم بضعة أمتار حتى يعني نكشف أكثر يعني الصورة للمشاهد. الآن اعتدوا علينا بشكل واضح. نحن نتحدث إليك وأنا كنت يعني أقتل هذه الليلة في منطقة تل الهوى بعد انتهاء عزاء الشهيد أخي محمد. قبل قليل استشهد زوج أختي في غارة إسرائيلية، نحسبهم عند الله شهداء. أنا لا أستطيع أن أتمالك أعصابي رامي، سأدع الكاميرا. هذا كل ما نريد نقله، نقل الحقيقة. Alors Faisal, qu'est-ce que tu penses justement du traitement de l'information de Mayadeen, qui bien sûr est une chaîne financée par le Hezbollah, mais qui a quand même un traitement qui un petit peu épouse la ligne éditoriale d'Al Jazeera? Oui, نقل الحقيقة comme c'est rapporter les faits, parce que par rapport à la Palestine et Israël, c'est une guerre entre le mensonge et la vérité. Tout à fait. Et c'est une guerre continue parce que même les sémantiques utilisées et les images parfois dans ce lancement de Mayadeen parlent d'elles-mêmes. Rassan, je crois, Ben Jeddou, qui est donc à Beyrouth, a voulu protester à un moment donné sur la ligne éditoriale de Al Jazeera. Il n'était pas d'accord sur certains faits, notamment liés au rapport avec l'Iran, avec les Américains, avec beaucoup de choses. Il a créé sa chaîne. Sa chaîne, mais c'est mieux. Plus il y a des chaînes, plus il y a une pluralité dans le traitement, et plus ça renforce aussi l'idée que quelque chose se passe en Palestine. Qu'au-delà de ce parce que malheureusement la cause palestinienne, la qadiyya palestinienne, تتراجع dans le débat. C'est presque plus une préoccupation Elle a été un peu effacée par la guerre du Golfe, mais aussi par les révolutions arabes. Les révoltes arabes, effectivement, ont laissé de côté les causes, mais ça dure depuis 10 ans. Parce qu'il faut rappeler que les révoltes arabes, ça remonte à 2011. Et effectivement, la question de la cause palestinienne n'apparaît plus. Il y a probablement certaines divisions politiques à l'intérieur de la Palestine n'ont pas vraiment aidé aussi à une certaine visibilité mais des chaînes comme le Mayadeen, comme le Jazeera, comme le Manar qui justement j'allais en parler. Et le Manar qui a été décroché des satellites Eutelsat et Hotbird parce qu'il y a eu des pressions du côté français, parce qu'on considérait que la chaîne avait utilisé des mots qui étaient proscrits ou interdits. Je pense que c'est à cause d'un terme crime contre l'humanité commis par Israël en Palestine. Mais pour dire que la liberté d'expression, parfois, elle a des limites, même cachées. Mais je considère que les médias comme El Manar, comme Al Jazeera ont gagné justement la bataille de l'image face aux médias occidentaux qui diffusaient parfois l'image qu'ils voulaient, mais également face aux médias israéliens dans la guerre médiatique entre Israël et le monde arabe. Reda, je ne sais pas si tu te souviens, le Manar a été interdite par le CSA. Le CSA, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avait appelé à la fermeture du bureau d'Al Manar. Manar, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, est une chaîne libanaise proche du Hezbollah et qui avait contribué avec beaucoup d'images dans le conflit de la guerre au Liban pendant 2006, justement, quand l'armée israélienne a agressé le Liban. Et bien sûr, la chaîne qui a fait très mal à l'armée israélienne et la médiatisation israélienne, c'était El Manar, mais aussi Al-Aqsa TV, qui est la chaîne de télévision palestinienne proche du Hamas. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, puisque vous connaissez bien le monde politique dans le Proche-Orient, vous considérez que les médias qui sont tenus par des mouvements de résistance sont plus efficaces que les médias publics ou les médias d'information générale? Efficace, je ne sais pas, mais en tous les cas, ils ont plus incisives. Ils ont plus de visibilité. Oui. Parce qu'ils sont engagés pleinement. Donc, même si parfois il peut y avoir des couacs, mais en gros, leur engagement leur donne une plus grande légitimité. Juste pour précision, je me souviens que Al Manar
l'armée israélienne avait bombardé toutes les antennes de relais ou satellites à Beyrouth pour essayer d'éteindre l'antenne d'Al-Manar. Ils n'ont jamais découvert l'antenne qui émet les images d'Al-Manar. De s'abonner, oui. Le Manar, vous savez qu'aux États-Unis, elle est classée organisation terroriste. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors que c'est une chaîne de télévision. De télévision, bien sûr, c'est pas du tout justifié. Parce que vous savez, à un moment donné, on vous classe organisation terroriste dès lors que vous communiquez ou que vous transmettez un autre message que celui que la bien-pensance dominante voudrait imposer, surtout pour certains faits. Parce que ce qui s'est passé avec Al-Manar a signé une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France. Tout à fait. Et le CSA a été forcé de dire qu'il présente un journal de télévision en français. En français, bon, on leur a reproché d'avoir dit, d'utiliser le terme crime contre l'humanité, parce que c'est un terme qu'on ne doit pas utiliser visiblement, par rapport à des faits qui se sont déroulés en Palestine, et aussi d'avoir dit qu'Israël voudrait propager le sida parmi les Palestiniens. C'est une thèse qui a circulé à un moment donné, l'empoisonnement des puits par Israël. Bon, il y a beaucoup de thèses qui parfois sont farfelues, ne sont pas vraiment justes. Mais Al-Manar, effectivement, parce qu'elle avait un côté idéologique, porté par le Hezbollah, comme le Hezbollah c'est l'ennemi de tous, comme vous le savez, notamment au Liban, et qui est proche d'Iran ou des thèses iraniennes sur le plan politique. Al-Manar est plus offensive, comme l'a dit Reda, plus offensive dans la mesure où il y a de l'idéologie derrière, où on considère la cause palestinienne comme une cause islamique, pas arabe, une cause portée par presque liée à la religion, etc. Donc ça porte un peu auprès d'une partie de l'opinion, et c'est pour ça que ça a agacé un peu côté européen. Al-Manar, je pense qu'elle est toujours sur Arabsat, et encore on a fait pression sur Arabsat pour qu'elle cesse. L'entreprise Eutelsat, je pense qu'elle a fait pression pour que... elle est sur Nilsat. Elle est sur Nilsat et sur Arabsat, parce que Eutelsat divisait un bouquet où il y avait beaucoup de chaînes arabes. Il a menacé les chaînes arabes de le retirer si il n'enlevait pas Arabsat, Al-Manar, pour dire donc, que la guerre médiatique était réelle. C'était en 2004. Hein. Oui. Reda, tu n'as pas poursuivi ton idée sur l'idéologie des chaînes de télévision, des mouvements de résistance? Oui, c'était pour dire que ces chaînes de résistance sont censées un peu en quelque sorte poursuivre la lutte armée, puisque la question palestinienne depuis ces 10 dernières années est passée au second plan. Donc par conséquent, des chaînes comme Al-Manar ou d'autres chaînes ont mis l'accent un peu sur la nécessité de garder ce flambeau qu'est la lutte pour la libération de la Palestine, mais aussi pour la souveraineté des pays voisins, que ce soit au Liban ou en Syrie. Et parfois même, il y a eu des moments où il ne restait plus que ces chaînes-là pour maintenir encore la flamme forte dans cette région-là, puisque après l'intervention des États-Unis à partir de 2001-2002, quasiment tous les régimes arabes, principalement au Moyen-Orient, ils ont levé le pied sur la question palestinienne et ils étaient sur la défensive. Donc, pour financer des organisations de lutte de libération, ce n'était pas évident. Et c'est elles qui ont poursuivi et qui continuent jusqu'à maintenant à éclairer les opinions publiques d'une partie du monde arabe en ce qui concerne la légitimité de poursuivre cette résistance, qui présente comme étant une résistance arabe. Parce qu'ils expliquent bien, par exemple, dans le cas du Hezbollah, il ne s'agit pas d'un mouvement de combattants chiites qui se battent pour le compte de l'Iran. Le Hezbollah continue via sa chaîne à dire nous nous battons pour le compte de la résistance arabe avant tout. Avant d'être chiites, nous sommes des arabes. Donc il y a une idéologie derrière ça qui continue encore à professer. Alors, en matière de communication ou de traitement de l'information, l'une des chaînes arabes qui restait fidèle depuis le début du conflit au Proche-Orient, c'est bien sûr la chaîne nationale, le NTV, qui a gardé le même principe d'information et qui a un correspondant depuis plus de 15 ans, Wissem Abouzeid, à partir de Gaza, justement. Donc, nous regardons un extrait et on parle justement du traitement de l'information dans le Maghreb sur la question palestinienne. الفلسطينيون هنا لربما عاشوا ليلة ظلماء، عاشوا ليلة عصيبة
ليلة مليئة بالخوف والرعب. أكثر من 50 غارة إسرائيلية شنتها الليلة الماضية. شردت 13 عائلة فلسطينية من منازلها، إضافة إلى أن هناك 20 أرض زراعية تم استهدافها من قبل القوات حتى الجوية والمدافع الإسرائيلية المتاخمة على شريط الحدود شرق قطاع غزة. الأوضاع ما زالت لم تعرف ولم تحدد بعد. لا شك أن هناك من يقول من الفصائل الفلسطينية أن هناك تهدئة، لكن هذه التهدئة ما زالت تعتبر هشة في ظل استعدادات إسرائيلية وحشود إسرائيلية على طول السياج الحدودي. هل هو هدوء بالهدوء أم هو لربما كسب مزيد الوقت أم هو إرعاب إسرائيلي للفلسطينيين هنا لتحقيق مكاسب سياسية لربما لا تعرف مغزاها ولا تعرف نتائجها حتى هذه اللحظة. الفلسطينيون أيضا نؤكد لك وسيلة في اليوم، المدارس الفلسطينية مغلقة، الجامعات مغلقة، المؤسسات الأهلية الحقوقية البنوك كلها مغلقة بسبب التهديدات الإسرائيلية، لأنها لا تؤتمن بأن يتم القصف بين الفينة والأخرى. Alors, Wissam Abou Zaid, il est considéré comme l'unique correspondant de l'ENTV depuis plus de 15 ans dans la région du Moyen-Orient, même dans le monde arabe, puisqu'il traite l'information pour le compte de l'ENTV. Il a révélé plusieurs affaires, dont celle du bombardement au phosphore, justement, à Gaza. Et il reste, avec l'ENTV, l'une des rares télévisions dans le Maghreb à traiter le dossier palestinien avec une très très grande objectivité. Pourquoi les chaînes de télévision, par exemple, au Maroc, et notamment en Tunisie, et même en Libye, ne traitent pas la question palestinienne comme le traite l'ENTV? Peut-être qu'ils pensent que sur le plan géographique, c'est un peu lointain. Et effectivement, Abou Zaid à Gaza, il a montré des images, il a raconté des faits, d'abord parce que c'est un témoin. Il était parfois sur le terrain au même moment avec Charles Anderlin. Absolument. Lorsqu'il y a des bombardements, notamment sur Gaza, il faut avoir toujours des témoins à l'intérieur, parce que les témoins, c'est important, surtout lorsqu'il s'agit des journalistes. Les journalistes, ce ne sont pas des idéologues qui vont raconter les faits qu'ils voudraient bien montrer, mais c'est des gens qui doivent rapporter les faits tels qu'ils se sont déroulés. Je pense que la radio algérienne, je pense qu'elle a aussi un correspondant à Gaza, y compris la radio internationale. Et, même Al-24. Al-24. Et je pense qu'il faut avoir plusieurs correspondants dans la région, notamment à Ramallah et à Gaza, pour rapporter un peu ce qui se passe, parce que souvent, on l'a expliqué depuis le début de l'émission, comment la guerre des images se poursuit par plusieurs formes. Je ne sais pas si les médias marocains, ils ont des correspondants sur place. Non, ils n'en ont pas, à ma connaissance. Tunisiens, mais je pense qu'on est cataqsib, comme on dit en arabe. Donc des médias maghrébins ne donnent pas peut-être de l'importance par rapport à des faits, et parfois comptent ou s'appuient sur ce que rapportent les agences de presse ou les télévisions arabes ou occidentales, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, et donc être sur place, surtout dans le cas dans des enclaves comme Gaza, qui parfois est isolée du monde, parce qu'on coupe l'électricité, on coupe l'internet, on coupe les réseaux téléphoniques. C'est devenu presque, comme l'a décrit un dessinateur, la plus grande prison au monde. Oui, c'est vrai. Souvent, les Palestiniens ont des difficultés de sortir, il y a des contrôles aux frontières, etc. Quand vous avez un journaliste à l'intérieur, c'est très précieux. Et je pense que c'est le cas pour l'ENTV. Reda, qu'est-ce que vous pensez justement du traitement de l'ENTV par rapport justement à la question palestinienne, mais sur le plan idéologique? Parce que avoir un correspondant à Gaza, c'est bien, mais on oublie parfois Ramallah, on oublie parfois Al-Quds. Est-ce que vous pensez que le fait d'être présent déjà à Gaza est une grande victoire pour les médias publics algériens? L'idéologie est liée à l'histoire. Et il faut savoir que c'est en Algérie qu'a été créé l'État palestinien. Ouais, tout à fait. Donc l'engagement de l'ENTV à maintenir un correspondant sur place s'explique aisément. D'autant plus que l'Algérie est le seul pays du Maghreb qui n'a jamais eu de relations ni commerciales ni diplomatiques avec Israël. Alors que la Tunisie et le Maroc se sont déjà
engagés précédemment, ne serait-ce qu'à travers des bureaux de représentation commerciale. Vous voyez, oui, donc l'engagement idéologique de l'ENTV, il est lié aussi à la présence palestinienne dans la conscience collective des Algériens et qui continue à assurer, je dirais, une présence minimale, quels que soient les soubresauts qu'on a pu connaître. Et puis il faut dire aussi qu'au sein de l'enclave palestinienne de Gaza, par exemple, l'Algérie est un pays qui est très apprécié. Et donc les liens ne se sont jamais tout à fait distendus malgré les péripéties des uns et des autres. Oui. Justement, je profite de cette occasion pour remercier un petit peu les journalistes palestiniens qui travaillent à Gaza. Pourquoi ? Parce que dès le lancement de Al-24, plusieurs d'entre eux ont manifesté le vœu de travailler avec Al-24, même gratuitement, juste pour donner l'image un petit peu de leur région à Gaza, mais aussi en Palestine, et pour croire justement dans cette télévision qui, pour eux, la télévision algérienne internationale, va servir de relais de médias qui va défendre leur cause et défendre un petit peu leurs idées. C'est très difficile pour les journalistes et les caméramans et maintenant et même pour les réalisateurs palestiniens de travailler dans une zone de guerre ou dans une zone en conflit. Je vous montre ces images de journalistes indépendants palestiniens qui sont souvent utilisent leurs images pour relayer les médias internationaux et même les chaînes internationales qui parfois achètent ces images chez des journalistes qui restent parfois anonymes et risquent parfois leur vie pour obtenir une image du conflit. Voilà ces images en brut qui montrent un petit peu les difficultés qu'ont les caméramans palestiniens, les preneurs d'images, même les photographes, pour tenir une image ou garder une image, immortaliser une image de ce conflit. C'est très difficile pour les journalistes et les caméramans palestiniens. Ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle les images brutes. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a montré en fait. Elles sont brutes, ça veut dire... Et c'est des images brutes d'une agence palestinienne indépendante qui
qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ils risquent leur vie en prenant des images. Parfois, ils les vendent, parfois, ils ne les vendent pas. Hein. Oui, les images, c'est un combat aussi. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que Israël a bombardé un immeuble à Gaza, un immeuble El-Walid, qui abritait justement ce genre de médias alternatifs, ou des médias indépendants, ou des petits médias qui ils gardent des choses pour l'histoire. Tout à fait. Et l'armée israélienne, les soldats israéliens ont pour instruction de ne pas brutaliser, éviter au maximum de brutaliser les journalistes. Oui. Bon, ils leur disent partez, ne restez pas là, ils frappent ça. Mais bien sûr, quand ils ont l'occasion, ils le font. Ils le font, parce qu'ils savent qu'ils sont filmés. Ils sont filmés et ils savent que ces images feront le tour du monde. Ils savent, puisque il est présenté, Israël est souvent présenté comme la seule démocratie au Moyen-Orient, donc il ne faudrait pas brutaliser les journalistes. Mais le travail se fait après. Moi, je tenais à rendre hommage un petit peu à ces caméramans, parce que je me souviens d'un épisode d'une réalisatrice scandinave qui avait gagné un grand prix dans un festival à Doha pour un documentaire qu'elle n'a pas réalisé. Comment? Alors, elle a en fait monté un documentaire qui s'appelait Tears for Gaza, les larmes de Gaza. Et où on montrait justement les bombardements de Gaza, etc. Et on montrait les enfants en pleurs, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs frères et sœurs. En fait, cette réalisatrice est venue après la fin de la guerre. Elle a filmé les enfants après la fin de la guerre à Gaza. Après, quand elle est arrivée, elle a filmé les enfants en train de pleurer, oui, mais ensuite, elle a acheté les images des bombardements, les images des massacres, des corps déchiquetés, des parents qui pleurent, etc. Elle les a achetées à des prix dérisoires à des caméramans, à des preneurs d'images, et elle en a fait un documentaire. Elle s'est appropriée la paternité de ce documentaire et elle a présenté ça dans un festival, elle a gagné le Grand Prix. Et moi, j'étais un peu mécontent parce que je lui ai dit, madame, c'est pas vos images, il faut pas vous, disons, ça vous honore pas, parce que en fait, elle devrait rendre hommage aux caméramans, aux preneurs d'images de ces bombardements, de ces massacres, et leur rendre ce prix aux jeunes Palestiniens. C'est malheureusement des images comme ça qui montrent un petit peu leur objectif pour ces caméramans et ces réalisateurs, c'est de montrer leur image, quel que soit le prix. Parfois, ils le donnent gratuitement, mais l'essentiel, montrer comment on souffre en Palestine. Bien sûr, et surtout les images des familles, des maisons effondrées à Gaza. Ces images, vous ne les trouvez pas dans beaucoup de grandes chaînes. On ne voit pas de maisons effondrées, on ne voit pas des enfants pleurer leurs parents morts, parce qu'il y avait deux cas célèbres, les familles d'Awabcha et Abou al-Khadr, qui ont été massacrés. L'enfant d'Awabcha, qui est resté le seul garçon de toute la famille qui a été massacré par un bombardement israélien. Évidemment, cette image qui a fait le tour du monde, pour ceux qui connaissent un peu ce qui se passe en Palestine, a complètement été omis, parce qu'il y a la censure par omission. Tout à fait, tout à fait. Il y a la censure, même les images quand ils viennent, par exemple, parce qu'il y a même en cas d'événement, de bombardement israélien, ou au sud du Liban, ou en Palestine, on fait des sélections d'images, sélection de mots et de récits, etc. Et donc, que le fait que les jeunes ont compris l'importance de l'image à l'intérieur de Gaza est très important, parce que ça permet d'avoir une vue de l'intérieur et pas de l'extérieur. Parce que souvent, les avions israéliens, lorsqu'ils viennent bombarder Gaza, on ne les voit pas. On voit uniquement des explosions. Alors, vous savez, l'un des challenges des caméramans de Gaza, c'est de filmer les bombardements. Alors, il y a une technique pour les caméramans, c'est de placer la caméra dans le plus grand étage d'un immeuble et de le mettre filmer en plan séquence, sans s'arrêter quand il y a des bombardements, parce qu'en fait, ils veulent capter montrer le bombardement. Montrer le bombardement, et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Des fois, il branche sa caméra des heures et il n'y a pas l'impact. Parfois, il le rate et l'impact est à gauche ou à droite. Donc, ces images sont captées par des techniciens, des caméramans, mais aussi des photographes qui risquent leur vie, parce que parfois, ils sont sur un immeuble, ils savent très bien que cet immeuble, il peut être visé.
Parce que c'est une manière de répondre. Parce que l'idée qui est souvent présentée est que Israël bombarde Gaza, surtout pour le cas de Gaza, qui a été bombardé à plusieurs reprises. Tout à fait. À plusieurs reprises. Israël répond à des tirs de roquettes du Hamas de Gaza vers Israël. Donc c'est une armée qui répond à une autre. Et donc le but de ces images montrées de l'intérieur, c'est de montrer que les bombardiers israéliens en fait bombardent des villes, bombardent des maisons, bombardent des hôpitaux. Ils ne bombardent pas des lieux où les roquettes démarrent. Parce que souvent on dit, tel endroit il y avait des militants de Hamas qui se cachaient, tel autre il y avait des explosifs, tel autre il y avait des roquettes. Or rien ne le prouve. Et c'est pour ça que les images de l'intérieur sont très sensibles et sont très importantes. Tout à fait. Alors j'ai une question à Reda. Il y a une image qui m'a frappé quand, par exemple, il y a l'intifada. Il y avait cette image qu'on voit d'ailleurs à l'écran où les jeunes Palestiniens manifestent à la frontière palestinienne. Vous avez les caméras arabes du côté des manifestants et vous avez les caméras occidentales du côté de l'armée israélienne. Ça positionne un petit peu la position du média dans ce conflit. Oui, c'est tout à fait saisissant. C'est parce que tout simplement, il y a une ligne de couverture qui n'est pas la même selon qu'on soit en 2021 du côté occidental ou du côté des pays arabes. Donc, il n'y a rien de plus à dire. Il y a un parti pris des uns et des autres en fonction de la présence des caméras du côté palestinien ou du côté israélien. Alors, aujourd'hui, on traite l'information du dossier palestinien d'un côté. On parle aujourd'hui de médias occidentaux pro-israéliens. Le traitement de BFM TV, de Fox News, de CNN et même de TF1 ou d'autres Sky News, par exemple, qui, lors de la dernière guerre entre la Palestine et Israël, on ne parlait pas des Palestiniens qui résistent ou qui se défendent. On parlait du Hamas qui lançait ses roquettes vers Tel Aviv. Alors, on présente le Hamas comme une branche armée qui attaque Israël et on montre comme quoi Israël a le droit de riposter avec des bombardements. Oui, c'est toujours ça. C'est une sémantique. C'est un vocabulaire qui revient à tout. Le Hamas est présenté comme presque une armée. Or, ce n'est pas une armée. C'est un mouvement de résistance. Un mouvement de résistance qui peut-être qui a des roquettes, qui lance parfois pour répondre aux bombardements. Parce que les bombardements, parfois, ils ne sont pas du tout expliqués. Et je citerai l'exemple, parce que vous parlez disons pas peut-être pro-israélien, mais parfois c'est d'une manière partielle. Parce que la BBC, qui est souvent citée comme un exemple de partialité. De partialité, de la rectitude, de l'objectivité, a été prise plusieurs fois en flagrant délit. Main dans le sac, en flagrant délit. Par exemple, la radio BBC, la BBC a plusieurs radios, dont une radio musicale qui s'appelle One for Extra, qui a bruité un petit passage d'une chanson d'un rappeur qui parlait de Free Palestine, de Palestine libre. Au passage à l'antenne, ce passage de quelques secondes a été bruité. Et puis ça a été dit, le rappeur s'appelle Mike Whitehouse. Ils ont dit que c'est parce que ça ne respectait pas les règles d'impartialité de la chaîne, etc. Mais quelques années après, en 2010, vous vous rappelez de l'histoire d'un navire humanitaire qui devait aller vers le Gaza pour amener de la nourriture. Marmara, il y avait des Algériens, je pense, à l'intérieur. Il y avait la femme de Boujarra Soltani, entre autres. Entre autres, des journalistes, etc. Et Israël a attaqué ce navire, prétextant qu'il y avait de l'armement à l'intérieur, qu'il y avait des gens violents. Cette thèse a été reprise par la correspondante de BBC, qui a dit qu'il y avait des gens violents, des extrémistes, et qu'Israël n'avait pas d'autre choix que d'empêcher ce navire d'arriver aux côtes palestiniennes. Bien sûr, cette affaire a fait scandale à l'intérieur de la BBC, parce qu'il y a quand même des organisations qui défendent l'honnêteté, la neutralité des médias, surtout en Grande-Bretagne, et la BBC a été condamnée, justement, y compris par les journalistes, parce qu'elle n'a pas pris le soin de donner une autre thèse que celle d'Israël. Alors, tu me donnes l'occasion, puisque tu parles de l'épisode Marmara, de parler un petit peu du traitement de l'information sur la Palestine par les médias turcs depuis ces quelques années. Les médias turcs font justement de la Palestine un sujet très important. Ils le traitent d'une manière très objective et parfois très directe, que ce soit
en matière d'information et en matière de fiction. On se souvient du feuilleton Wad al-Dhi'ab qui critiquait un petit peu l'État israélien, qui a parlé d'espionnage, qui a, disons, humilié le Mossad, qui a été critiqué en Israël. On a même convoqué l'ambassadeur, justement, turc à cause de ce feuilleton. Alors, comment traite la Turquie le dossier palestinien? Elle est intrinsèquement liée avec l'arrivée avec l'arrivée de l'AKP au pouvoir en 2002-2003, avec Abdullah Gül d'abord et puis Erdogan par la suite, puisqu'il n'était pas éligible en 2002. Et ce qui fait que progressivement, Erdogan, dans son bras de fer avec les institutions de l'Union européenne, puisque la Turquie espère intégrer l'Union européenne, lorsqu'il a vu qu'il y avait des réticences et de la résistance, en plus d'une certaine défiance au sein de l'OTAN, il en a profité pour récupérer tout simplement. Certains considèrent cela comme étant une récupération, d'autres pas. Ils considèrent que Erdogan suit tout simplement la volonté et les désirs de la population turque qui est sensible à ce qui se passe en Palestine. Et donc, c'est une carte qu'il a entre les mains pour montrer qu'aux yeux des Américains et des pays occidentaux, que la Turquie pourrait éventuellement être un intermédiaire entre Israël et les pays occidentaux, parce que Erdogan, il a beau parfois gesticuler, mais il n'en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre Israël et la Turquie sont toujours maintenues. Même s'il n'y a pas un ambassadeur à Ankara, il y a quand même un consul général et il y a une activité diplomatique qui est réduite parfois à sa plus stricte nécessité. Mais Erdogan se montre en quelque sorte, essaye d'être habile et de monnayer aussi sa politique étrangère, aussi bien vis-à-vis des Occidentaux que des pays arabes. Il veut se montrer en quelque sorte comme étant un protecteur potentiel du peuple palestinien. Oui, c'est un peu le paradoxe turc. La Turquie est un pays membre de l'OTAN et il a des relations presque historiques avec Israël depuis très longtemps. Je pense que c'est le seul grand pays musulman à avoir des relations maintenant qu'il y a une normalisation avec les Émirats, le Bahreïn. J'allais dire islamiste. Non, islamique. C'est vrai que le mouvement islamiste et l'AKP au pouvoir avec Erdogan a beaucoup joué cette carte. Au début, ce n'était pas le cas. Ce n'est qu'après, lorsqu'il y a eu des bombardements, ils se sont intensifiés, 2008, 2009, 2014, 2021 récemment, etc., que Erdogan a pris cette position. C'est aussi une manière de faire pression sur les partenaires occidentaux. Vous savez que l'Union européenne ne veut pas de la Turquie comme membre, alors que le pays lutte pour ça, milite pour ça depuis très longtemps. La Turquie est devenue une menace pour beaucoup d'intérêts stratégiques. C'est pour ça qu'elle revient souvent. Elle est devenue une force économique aussi dans la région. Une force culturelle, et une force politique, touristique, tout ce que vous voulez. Et le dossier, la question par rapport aux Palestiniens permet aussi à Erdogan de rebondir aussi dans la région, dans le monde musulman, parce qu'il y a maintenant, on parle d'axes dans les pays musulmans, l'axe Doha, Ankara, Le Caire, Abu Dhabi, Riyad, plusieurs axes à l'intérieur de ce qu'on peut appeler le monde arabe musulman sunnite. Et ce dossier est très important aussi pour la diplomatie turque. Merci Faisal, merci Rida pour ce débat. J'espère qu'on a fait un peu le tour de la question du traitement de l'information sur le dossier palestinien. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, avec un traitement sur le monde médiatique dans la région. Bonsoir.